Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Le calvaire de Vanessa, une enquête de Sophie Noakovic. Annick Daigle et sa fille Vanessa sont à peine entrés dans le cabinet que le guérisseur se vante. Il y a quelque temps, j'ai soigné un tétraplégique. Maintenant, il marche. Un mensonge qui mettrait n'importe qui sur ses gardes. Mais Vanessa souffre tant qu'elle est prête à tout croire. Sa mère aussi. Ce 4 décembre 2016, la jolie brune ressent des douleurs atroces dans le bassin. C'est une tante qui lui a parlé de ce spécialiste de l'hypnose installé près de Caen. Une barbe blanche de prédicateur, Frédéric H., psychologue hypnothérapeute, a son petit cabinet à l'arrière d'un immeuble sans âme. Devant est garée sa voiture, une Renault Espace couverte de boue. Le décor n'est pas engageant, mais elles n'ont plus rien à perdre. Après avoir invité les deux femmes à prendre place, il leur explique sa méthode de travail qui est d'après lui infaillible. Puis il demande à la mère de la laisser seule avec sa fille. Écoutez, en attendant, vous n'avez qu'à faire vos courses. À 37 ans, Vanessa n'a plus besoin qu'on la chaperonne. Mais ses douleurs la rendent si fragile qu'Annick préfère rester. Pendant 2 heures, elle poireaute dans la salle d'attente, inquiète. Plus jeune, Vanessa débordait de vie, pratiquait la natation et la course à pied. Après un master, elle a trouvé un poste dans une agence de la Bred en région parisienne. Coquette, entourée d'amis, elle avait tout pour être heureuse. Mais en 2004, elle rencontre Karim, un dragueur fort en gueule. Il s'installe chez elle, se montre dominateur et tente même de mettre l'appartement à son nom. Puis un jour, il vient lui faire une scène et la brutalise au travail. Après avoir porté plainte, la jeune femme préfère le quitter et fuir. Elle prend un poste à Trouville et se réfugie chez sa mère, à Langrune-sur-Mer, au nord de Caen. C'est là que sa santé se dégrade. En 2014, on lui diagnostique une maladie des articulations au nom barbare, une spondylarthrite ankylosante. Pendant 2 ans, le traitement semble fonctionner. Sauf qu'en octobre 2016, de nouvelles douleurs la foudroient. Des brûlures intenses au niveau des hanches, de l'aine et des mollets qui ne tardent pas à l'empêcher de marcher normalement. Cette fois, la jeune femme doit prendre un congé pour se faire hospitaliser. Au CHU de Caen, on l'examine négligemment. Une prise de sang, une échographie, et puis plus rien. Annick proteste et au bout de 72 heures, un médecin consent à les recevoir. Il dit à Vanessa « Mademoiselle, c'est un psychiatre qu'il vous faut. » Puis se tournant vers Annick, « Si ça se trouve, votre fille n'a rien du tout. » Le spécialiste accuse Vanessa d'être une simulatrice et une hystérique. Pétrifiée par sa brutalité, la jeune femme s'écrie en pleurant « Je suis pas folle, maman, je sais que j'ai mal. » Après cette consultation humiliante, elle refuse de voir d'autres médecins. Pourtant, son état se dégrade. Elle perd 8 kilos, ne marche plus qu'avec une canne et perd ses cheveux par poignées. Autant dire que sa mère est prête à tout pour la soulager et pourquoi pas l'emmener consulter un rebouteux comme Frédéric H. Justement, la séance se termine. Vanessa sort en boitillant. Le guérisseur lui réclame 80 €. Pas donné pour 2 heures de parlotte, pense Annick. La fille verse 60 € en espèces, la mère signe un chèque pour compléter. Toutes les deux remontent en voiture. Pendant le trajet, Vanessa reste étrangement silencieuse. Elle refuse même de raconter le déroulement de l'entretien. Michel, son beau-père, en est alors réduit à supputer. « Tu trouves pas qu'il y a un mieux? Tu tiens plus le bassin ?» Le lendemain, elle reste tout aussi silencieuse. Dans l'après-midi, Vanessa demande à sa mère de la déposer chez le kiné. Il est 16h50 quand elles ressortent. À cet instant précis, Annick voit démarrer une Renault Espace grise couverte de boue. Pas de doute, c'est l'hypnothérapeute au volant. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Vanessa, elle, ne répond rien. Le soir venu, elle ne commente même pas cette curieuse rencontre. Cette nuit-là, mère et fille dorment ensemble dans la chambre d'amis.
Le lendemain matin, à 7h30, Vanessa se lève en premier. Dans un demi-sommeil, Annick l'entend s'interroger. Est-ce que je mets mon manteau? Mais ça va pas, tu vas pas sortir à cette heure-là quand même. Proteste Annick en se redressant pour de bon. Non, mais je vais juste faire un tour, maman. Je reviens dans 5 minutes. Annick ne la reverra plus jamais. Ce mardi 6 décembre, après s'être recouchée, Annick se réveille de nouveau vers 10h. Aussitôt, elle cherche sa fille. Enfin, elle doit être dans sa chambre. Mais non, elle est sortie ce matin. En hiver, la Grune-sur-Mer est une station endormie. Annick et son mari habitent un pavillon soigné au volet gris, à 3 minutes de la mer. Annick sort, pousse le portillon du jardin et jette un regard dans la rue. Personne. Appeler Vanessa? Impossible. La jeune femme est sortie sans portable. D'ailleurs, elle n'a pris ni argent, ni papier. Alors, que peut-elle faire dehors depuis des heures, elle qui a tant de mal à marcher? À midi, Annick prévient la gendarmerie qui engage des recherches. On fait renifler le soutien-gorge de Vanessa à un malinois. L'animal plaque sa truffe au sol et file aussitôt vers la rue du Maréchal Montgomery, en direction de la plage. Arrivé sur le front de mer, ils se mettent à piétiner, signe que la piste s'interrompt. Vanessa est-elle montée dans une voiture? S'est-elle avancée vers l'eau? Les deux hypothèses sont inquiétantes. Annick est prise d'une intuition funeste. Elle s'isole alors pour joindre la dernière personne que Vanessa ait croisée récemment, Frédéric H. Écoutez, je suis inquiète. Ma fille n'est toujours pas rentrée. Je voulais savoir si à tout hasard vous lui avez recommandé de faire une marche. Pas du tout. Mais au fait, que lui avez-vous dit pendant votre consultation? Pendant 2 heures, je lui ai répété « Gérer les douleurs, bassin. Gérer les douleurs, bassin. » Malgré ça, je n'ai pas pu l'hypnotiser. Elle n'est pas réceptive. Mais elle devait être satisfaite puisqu'elle a repris rendez-vous pour le lendemain midi. Annick n'était pas au courant et s'apprête à raccrocher quand l'homme lui adresse un conseil surprenant. Par contre, attendez ce soir avant d'appeler la police. Pourquoi cette remarque? Les doutes d'Annick augmentent encore quand le lendemain, son téléphone fixe sonne à 12h02. C'est Frédéric H. qui veut savoir où est sa patiente. Pourquoi cet appel alors que Vanessa a seulement 2 minutes de retard? Et surtout, pourquoi n'essaye-t-il pas de la joindre directement? 1 mois et demi plus tard, fin janvier 2017, on est toujours sans nouvelles de la disparue quand enfin l'hypnotiseur est convoqué par les gendarmes. Posément, il explique avoir contacté Annick car il n'avait pas le portable de Vanessa. Comme aucun élément précis ne l'accuse, les enquêteurs n'insistent pas. Ils ont déjà leur idée sur l'affaire. Pour eux, Vanessa, usée par la maladie, se serait jetée dans la mer et le hasard des courants aurait emporté son corps. Les gendarmes en sont si convaincus qu'ils demandent à Annick de vérifier si les 2 maillots de bain de sa fille sont toujours dans leur sac. Comme si on enfilait un maillot de bain pour aller se noyer en décembre. Lâche Michel atterré. Le beau-père et la mère de Vanessa sont d'autant plus furieux de voir l'enquête s'égarer que pour eux, il n'y a aucun doute sur l'identité du coupable, c'est Frédéric H. Vanessa était tonique, autonome, entourée d'affection par sa famille. Annick ne croit pas un instant au suicide. Elle commence par coller 5000 affichettes en ville en guise d'appel à témoins. Puis elle entame sa propre enquête. Si Vanessa est sortie au petit matin, raisonne sa mère, c'est qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Mais qui? Son ex Karim? Impossible, il se trouvait en région parisienne. Alors Frédéric H? Sur son site professionnel, le praticien étale un éventail respectable de diplômes et de formations. Sur sa page Facebook, c'est un autre homme, blagueur et souvent graveleux. Pour en savoir plus, Annick prend alors un avocat afin de pouvoir accéder au dossier des gendarmes. La réaction de la directrice d'enquête la sidère. De toute façon, on vous donnera que les informations qu'on a envie de vous donner. La militaire n'a clairement pas envie qu'on ébranle ses certitudes. Pourtant, à partir de 2018, Annick va tirer du dossier des éléments décisifs. La mère de Vanessa épluche tout. Procès-verbaux, relevés téléphoniques, bornage de portable. Et elle tombe des nues en découvrant que la veille de sa disparition, Vanessa a parlé 4 fois à Frédéric H. Ils se sont appelés à 11h36, 12h08, 12h17 et 12h19. L'homme a donc menti
quand il a prétendu ne pas avoir le portable de Vanessa. Le deuxième élément qui choque Annick, c'est que Frédéric H. n'a jamais justifié sa présence devant le cabinet du kinésithérapeute le 5 décembre après-midi. Pourquoi était-il là? Enfin, Annick remarque que le portable de l'hypnothérapeute est resté éteint du 5 décembre 22h jusqu'au 6 décembre 10h. Précisément le moment où Vanessa a disparu. Le 6 décembre 2016, il dit avoir passé la matinée chez lui et l'après-midi à son cabinet. Or, jusqu'à 18h, son téléphone bornait à 30 km de Caen. Était-il en train de se débarrasser du corps? Annick en est persuadée et le voit déjà condamné. Le 16 janvier 2019, quand le juge d'instruction la convoque, elle tente d'exposer ses conclusions. Mais le juge, un grand barbu, la coupe. Excusez-moi, mais j'ai des doutes vous concernant. Et pendant 4 heures, il reprend ses déclarations pour y traquer la moindre imprécision. Annick s'insurge. Mais monsieur le juge, vous déformez complètement ce que j'ai dit. Vos propos sont un tissu d'incohérence. Avouez que vous avez tué votre fille, parce que vous vouliez plus qu'elle souffre. Et tandis qu'Annick, horrifiée, fond en larmes, il va jusqu'à vérifier que ses pleurs sont bel et bien réels. Peu après, le magistrat débarque à Lagrune avec une armée de techniciens pour faire sonder le sol du jardin. En revanche, il faudra encore attendre plusieurs semaines avant qu'une perquisition soit conduite chez Frédéric H., soit 3 ans après la disparition de Vanessa. Mais le travail est bâclé. La Renault Espace de l'hypnothérapeute n'est même pas fouillée. Les enquêteurs se contentent de prendre une photo floue de son agenda électronique aux pages des jeudis 8 et vendredi 9 décembre. Une négligence qui fait bondir Annick. Mais on s'en fout du jeudi et du vendredi. C'est le mardi et le mercredi qui nous intéressent. 6 ans après, la pauvre femme bataille toujours pour élucider le mystère de la disparition de sa fille. Elle a fait de nouvelles découvertes, soigneusement consignées dans une pile de cahiers. D'abord, elle a appris que Frédéric H. abordait souvent ses clientes dans les bars, qu'il buvait beaucoup et se montrait facilement tactile. En 2019, pour mieux le cerner, Michel, le beau-père de Vanessa, s'est inscrit à une de ses séances d'hypnose collective au sous-sol d'un bar. Il a cru entendre le baratin d'un gourou. Pour lui, le scénario est très clair. Le 5 décembre 2016, Frédéric H. perçoit la vulnérabilité de Vanessa. Il lui donne rendez-vous le 6 au matin et dans sa voiture, il essaye d'abuser d'elle. Mais elle résiste. Est-ce aussi ce qui est arrivé à Héloïse Cadron, 33 ans, disparue le 13 janvier 2020 à 10 km de Langrune? Selon la thèse de la gendarmerie, cette jeune femme aurait parcouru 20 km à pied de Caen à Ouistreham avant de plier soigneusement ses vêtements sur la plage et de se jeter à l'eau. Un scénario qui ne tient pas debout selon Annick. Héloïse était adepte de l'hypnose et fréquentait au moins un collaborateur de Frédéric H. Comment ne pas faire le rapprochement? L'hypnothérapeute, à ce jour, continue d'exercer. Nous avons souhaité l'interviewer, mais il a refusé de nous répondre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.